plus ou moins, justement en étant intéressé par toutes ces informations subversives, que peut-être qu'on était en train de nous mener en bateau. Donc je m'explique. Quand j'étais gosse, pourquoi pas croire aux aliens, etc. Pourquoi pas croire même à une intervention des aliens dans la création donc de l'Homo sapiens sapiens. C'est vrai que c'est une belle idée, mais je me rends compte que il y a peut-être justement, vous avez abordé le sujet de la CIA, il y a peut-être du coup des programmes donc bien T'as fait quelque chose de bien. Par contre, vraiment, va jusqu'au bout et essaye d'être vraiment. C'est un conseil que je te donne. Sois honnête avec toi-même. Pose-toi. Des théories créationnistes alternatives, type ancien alien, type etc. Et tout ça s'inscrit dans le projet Bluebeam. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, je veux bien croire aux aliens, mais honnêtement, je crois plus à un groupe d'humains bossant à la CIA qui ont fait un brainstorming, qui se sont rendus compte que les gens au XXIe siècle sont de moins en moins croyants en les religions monothéistes ou polythéistes, sont de moins en moins enclins à la spiritualité, et qu'il serait pourquoi pas judicieux avec l'essor d'Internet, d'Hollywood et du cinéma, de tenter de leur proposer voilà un créationnisme alternatif. Donc je pense que tout ça s'inscrit simplement dans un projet mondialiste qui vise simplement à manipuler les masses. Et vous vous rendrez compte également que tout ce qui est sophrologie, spiritualité alternative, type travail sur soi, type travail sur les chakras, etc., se développe beaucoup chez les populations non religieuses, qui sont présentes particulièrement dans notre monde occidental. Voilà. Et je peux vous donner des exemples très précis, qui là ne concernent pas les aliens, mais vous vous rendrez compte que dans les années 60 et 70, en Amérique du Sud, donc les Américains et la CIA particulièrement, ont subventionné donc des prêtres et des paroisses catholiques d'Amérique du Sud afin d'augmenter le nombre, d'apparitions marianes ou de phénomènes type miracle, etc. Et étonnamment, il y a beaucoup plus de miracles en Amérique du Sud qui ont été relevés dans les pays qui étaient contre le communisme que dans les pays communistes d'Amérique du Sud. Donc je trouve aussi que ça s'inscrit donc dans une manipulation étatique d'un pays tel que les États-Unis d'Amérique. Voilà mon point de vue. Ça se tient, hein, ça se tient. Mais après, j'ai envie de dire, il y a plusieurs hypothèses possibles, et une hypothèse n'empêche pas l'autre non plus. Mais j'admets aussi, effectivement, ça. De la même manière, pour les gens qui sont donc religieux, honnêtement, en réfléchissant de manière pragmatique et surtout cartésienne, voilà, en suivant la méthode que l'humain a toujours suivie depuis son apparition sur Terre, je serais plus enclin à croire que des groupes des groupes d'humains, afin d'appuyer leur pouvoir sociétal ou économique, ont décidé de créer des religions que croire en ces dites religions. Je pense que c'est plus plausible, quoi. Après, c'est vrai que un projet intéressant serait effectivement de créer une menace commune qui permettrait de rassembler toutes les populations, tous les différents États du monde entier pour essayer de créer une sorte de mondialisation, comme tu l'as dit, une population mondiale. En fait, l'idée d'avoir une guerre contre une menace virtuelle, c'est-à-dire qu'on inventerait une invasion extraterrestre totalement fictive à base d'hologrammes ou de vidéos, et Dieu sait que les médias, nos médias sont très forts pour faire de la propagande et pour nous sortir des vidéos truquées ou pour nous faire du lavage de cerveau par rapport à des menaces qui n'existent pas. Et en fait, en créant une sorte de menace commune, c'est ce qui a été un peu tenté avec pendant la crise Covid, c'était une crise qui s'est internationalisée et qui a permis, on s'est rendu compte que en fait, ça a permis d'imposer des normes sanitaires et des restrictions, des contraintes sanitaires, à peu près les mêmes contraintes partout dans le monde. Donc imaginons qu'on transpose ça à une menace d'une invasion extraterrestre qui menacerait la Terre, et qu'on essaye de nous convaincre que nous, pauvres humains, avec notre propre technologie, on peut avoir l'espoir de rivaliser technologiquement avec cette civilisation
et qu'on peut espérer avec nos armes ou nos missiles nucléaires, si on se réunit, si on s'unit tous ensemble, si on unit toutes nos forces, tous nos moyens financiers et autres, si on fait abstraction de nos frontières, si on crée un gouvernement mondial qui va décider pour tout le monde et qui va réunir toutes les forces militaires ensemble pour frapper de manière la plus forte possible l'envahisseur extraterrestre. Ce serait une opportunité incroyable et bien pensée stratégiquement pour forcer cette transition vers un gouvernement mondialisé, effectivement. C'est tout à fait c'est très intéressant. Bon, alors pareil concernant le Covid, je suis bien prêt à croire que ça soit un plan mondial afin de comment dire, de préparer l'humanité et surtout l'humanité mondialisée à un uniformisme, etc., à une société sous contrôle, autant numériquement qu'humainement. Mais honnêtement, je suis plus prêt à croire à des ingérences économiques faites par des groupes industriels, voire même militaro-industriels, voilà, qui ont mené du coup à cette pandémie et surtout à la mise en place de cette pandémie. Je suis plus prêt à croire ça. Le souci, c'est que on a donné trop de pouvoir dans notre société à toutes ces agences privées qui ont développé des technologies, que ce soit des technologies militaires ou aussi des technologies médicales, vaccins ou autres. Ou même des virus. Et toutes ces entités ou ces cartels, parce que ça peut être aussi des groupements mondialisés d'agences spécialisées, chacun sa propre spécialité, qui travaillent tous ensemble dans un but commun. En fait, on leur a donné quelque part trop de poids et qui aujourd'hui font du lobbyisme ou du lobbying auprès de nos politiques et donc de la corruption, et qui influence très fortement aujourd'hui eh bien la gouvernance de nos États. Et on le voit aujourd'hui dans notre vie quotidienne, comment c'est impacté. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à une révolution sociétale, notamment au niveau des pays occidentaux, à tous les niveaux, que ce soit dans la santé, dans la couverture sociale, dans l'économie, la désindustrialisation de nos pays. Jean, je voudrais intervenir. On s'éloigne un peu du sujet, tu vois. Ouais. Il y a des personnes qui le disent quand même. Hein. Faire attention. Il y a Ninja qui voulait rebondir sur 3i Atlas, Ninja. Oui, alors bonsoir à vous tous. Et merci parce que c'est formidable. Hein. Voilà, j'adore. Donc je vais vous poser la question quand même qui est très intéressante peut-être. 3i Atlas est arrivé le 1er juillet. Normalement, il a été décelé le 1er juillet, je pense, hein, c'est ça. Bon, ça c'est OK. Mais vu l'état du trajet qu'il fait depuis une décennie, je me pose la question, comment ça se fait qu'il n'a pas été percuté par quoi que ce soit, il n'a pas été abîmé. Donc quand même, c'est une thèse aussi qui pourrait prouver que c'est un objet assez spécial quand même, parce qu'il n'a pas de bobo autour de lui, et il a fait sa trajectoire sans se faire abîmer. Alors je ne sais pas si c'est des millions d'années qu'il voyage, mais il n'a pas été abîmé, je pense. Donc, question. Oui, alors ça, moi, j'ai pas accès à ces données-là, donc c'est difficile de répondre. Et alors, est-ce qu'on a ces données, est-ce qu'on dispose de ces données aujourd'hui, et est-ce qu'on nous les cache, ou est-ce qu'on n'en dispose pas du tout, ce qui serait un peu douteux, parce que avec les télescopes qu'on a, et en plus, il s'agit la zone d'origine de 3i Atlas, ça serait a priori la constellation du Sagittaire. Donc c'est une zone dans l'univers où en fait il y a à peu près une sorte de vue directe vers notre système solaire. Et je rappelle, notamment, c'était en 1976, vous avez peut-être entendu parler de ce fameux wow signal. Oui. Le signal wow. Ça a été une révolution dans le monde de l'astronomie. Alors ça, c'est une preuve irréfutable, hein, ça a été avéré. C'est-à-dire que c'est un télescope qui a détecté un signal radio pendant 72 secondes, un signal, c'est-à-dire une série de chiffres,
qui était d'origine artificielle. Ça ne pouvait pas exister de manière naturelle dans l'univers. Et donc l'astronome qui a détecté ce signal à ce moment-là, c'était un soir de 15 août 1976, je crois, vers 23h16. Il a enregistré ce signal pendant 72 secondes. Il était tellement choqué que du coup il a marqué wow sur la feuille à côté du signal pour le notifier à ses collègues. Et c'est devenu le wow signal. Et il se trouve que ce wow signal provenait aussi de la constellation du Sagittaire. Donc du même lieu, enfin de la même zone dans l'univers d'où vient 3i Atlas. Donc, est-ce que... Alors, il y a une autre chose, un autre facteur qui joue aussi, c'est que un an après, en 1977, ou en 1976, je suis pas très sûr, je me souviens plus trop, on a envoyé aussi les sondes Voyager 1 et Voyager 2, dans cette zone de la constellation du Sagittaire, en réponse au wow signal. Le projet, il était porté par Carl Sagan. L'idée, c'était d'envoyer à bord de ces sondes un disque d'or qui s'appelait le Golden Voyager Disc, sur lequel étaient gravées des données nous concernant la culture terrienne, c'est-à-dire un descriptif de l'espèce humaine, aussi bien l'homme que la femme, des données sur les espèces qui vivent sur Terre, les plantes, les animaux, la trajectoire dans l'univers, enfin notre position dans l'univers, comment trouver la Terre, comment trouver le système solaire, et aussi des sons, des musiques de la Terre, et un langage, enfin un message envoyé dans 55 de nos langues terrestres à un potentiel extraterrestre, une potentielle civilisation extraterrestre qui serait susceptible de recevoir le message pour l'inviter à entrer en contact avec nous s'il recevait cette bouteille à la mer en quelque sorte. Et donc comme par hasard, aujourd'hui, en 2025, presque 50 ans après, on a cet objet 3i Atlas qui arrive, qui rentre dans notre système solaire, qui a des caractéristiques assez surnaturelles et qui vient de manière très étrange et de manière très programmée, très contrôlée de cette zone dans l'univers, cette même constellation du Sagittaire. Est-ce que il aurait été en lien à un moment donné avec ce message qu'on aurait envoyé dans les années 70? Est-ce qu'il aurait bien reçu ce message? Est-ce qu'il l'aurait compris? Et du coup, est-ce que les extraterrestres, du coup, si c'est eux, si c'est bien une civilisation, est-ce qu'ils nous enverraient une sonde ou un message pour une réponse, en quelque sorte? Ou est-ce qu'ils auraient décidé carrément de venir à notre contact? Je ne sais pas. En tout cas, on a vu que sa vitesse était assez énorme, 295 000 km par heure. Donc on peut imaginer effectivement que il a traversé des distances incroyables. Après, c'est des distances qui sont inimaginables dans l'univers, hein, donc même avec une propulsion, un système de propulsion classique comme on connaîtrait sur Terre, je pense que ce serait impossible. Donc peut-être que un vaisseau extraterrestre d'une civilisation très avancée utiliserait d'autres moyens de propulsion que nous ne connaissons pas encore, ou peut-être en utilisant un moyen de voyage interdimensionnel pour raccourcir les distances, ou en essayant de courber l'espace-temps, je ne sais pas, tout est possible. En tous les cas, c'est encore une fois quelque chose qui est très intriguant et qui, encore une fois, une étrangeté, une bizarrerie qui s'accumule aux autres et qui font que petit à petit on se rapproche de certitude. Mais on n'est pas encore sûr. Ok, voilà, c'est ce que je voulais entendre parce que le disque d'or, oui, j'en ai entendu parler. Et oui, tout ça, j'en ai entendu parler. C'est vrai que c'est des significations qui ont un rapport, sans doute, peut-être. Hein. C'est pas confirmé, mais je pense qu'on avait déjà eu des signes à l'époque avec les crop circles déjà. Hein. Il y a eu des crop circles un peu partout dans le monde et je pense qu'on avait déjà eu des signes. C'était dans les années 90, je crois, 90-2000. Par rapport à la question du choc avec d'éventuels autres objets dans l'espace sur sa trajectoire,
Il y a une théorie qui a été émise par un autre ufologue, je me souviens plus de son nom, j'ai vu passer ça il y a quelques jours. Il disait par rapport notamment au fait que le jet, la traîne de Troyer Atlas allait dans le sens opposé au Soleil. Alors que, c'est-à-dire aller en direction du Soleil, alors que d'habitude la traîne irait dans le sens opposé, poussée par le vent solaire. En fait, lui, il expliquait que le fait que cette émission de gaz partirait en direction du Soleil, ça pourrait se justifier, encore une fois, de manière technologique, si on était dans le cas d'un vaisseau qui aurait des sortes de boucliers électromagnétiques capables de repousser des vents solaires ou de lourdes ondes ou de lourdes vagues électromagnétiques. Oui, parce que j'allais dire, oui, ça fait une sorte de bouclier. Voilà. C'est ça. Et donc ça pourrait expliquer que le fait qu'il ait réussi à traverser tout un système des distances aussi longues en évitant ou en n'étant pas percuté de manière fatale par d'autres objets. Et est-ce que les autres météorites, comme moi, n'ont pas été percutées, pareil, par des objets? C'était le même cas? Elles avaient pas du tout la même traîne. Donc ça s'apparentait plus à des traînes de comètes, mais c'était un peu moins important. Mais ils avaient vraiment Comètes, pardon, oui, je me suis trompée. beaucoup plus, enfin qui se rapprochaient plus de la normalité en fait. Il était moins énorme que Troyer Atlas en plus, hein. Donc Oui, comme oui. Moi, je dirais peut-être que c'était une sonde quand même. Hein. Ça ressemblait peut-être à une sonde extraterrestre. Peut-être une sonde. Enfin, c'est ce qu'il a dit à Villab également. À Oui, Villab, il parle de faisait ça penser. également. Et d'ailleurs, il y avait un ouvrage qui avait été écrit là-dessus, qui s'appelait Rendez-vous avec Rama, qui fait allusion un peu directement à Oumuamua et qui développe cette théorie en imaginant que ce serait un vaisseau extraterrestre, peut-être vide, et qui aurait déjà été visité par des êtres humains, mais de manière secrète. Ah oui, j'avais Et pas qui aurait- entendu. Un éclaireur, on va dire un éclaireur, tu vois. Voilà. Une Ah autre oui. question, je voudrais vous poser à propos de Troyer Atlas. Il a changé de couleur, il était rouge, hein, c'est ça. Oui. Ensuite, ensuite, il est devenu vert. Mais lorsqu'il est devenu vert, il est devenu vert tout autour, comme si c'était un effet de bouclier, j'ai l'impression. Est-ce que la thèse peut être bonne, peut-être? C'est possible. Après, il y a eu cette histoire aussi à un moment donné, il était en live sur le site de la NASA. Et en fait, certains ont cru voir des formes un peu distinctes, comme des formes métalliques ou autres sur l'objet. Sauf que le live a été interrompu et on n'a pas pu retrouver la vidéo. Comme par hasard. Donc, c'est difficile maintenant de revenir dessus. Il aurait fallu enregistrer le live. Merci, Ah oui. merci. Et là, je laisse Alors, il faut savoir également qu'en Chine, ils ont plus de 900 photos quand même, hein, et ils les diffusent pas. Donc c'est quand même là, c'est vraiment, c'est bizarre quand même qu'ils n'ont pas posté de photos. Là, tout est caché en Chine. Hein. Ah, c'est frustrant, hein. Ah oui. Alors normalement, si tu veux faire la transparence et essayer d'éviter le maximum de rumeurs, bah tu joues la transparence et tu diffuses un maximum les infos que tu as. Et, Ouais, c'est ça, exactement ça. le problème, c'est que le fait de ne rien montrer, ça alimente encore plus les rumeurs et du coup, ça encourage encore plus les gens à ne pas avoir confiance dans les organismes gouvernementaux ou les agences officielles. Donc Oui. en fait, ça fait l'effet inverse. Parce que la NASA, c'est pareil, hein, c'est étrange quand même parce qu'ils ont soi-disant des problèmes d'argent. Et c'est au moment où le fameux objet interstellaire, il était proche de Mars. Hein, ça arrivait à ce moment-là, comme par hasard. Tu vois. C'est bizarre. Et la NASA, en plus, bon, il y a beaucoup d'astronautes ou de techniciens qui ont travaillé à la NASA, qui aujourd'hui maintenant sont à la retraite ou très âgés, qui ont rapporté que la NASA était bien connue maintenant pour manipuler pas mal les photos dans l'espace. Donc tout ça, ça n'encourage pas à avoir confiance. Il paraît que... Alors toi, comment, Jean, qu'est-ce que tu en penses alors? Pour toi, vraiment,
50-50, on va dire, non? 50-50. Hein. Ouais. Pour l'instant, j'attends de voir. Après, j'ai envie d'y croire, hein. Moi, parce que je suis curieux de voir comment ça peut évoluer. Et puis moi, je suis persuadé qu'on n'est pas arrivé sur Terre. Enfin, on n'est pas seul dans l'univers. Sinon, à quoi ça servirait? Enfin, il y a forcément une utilité. Il y a forcément un but. Il y a un projet. Il y a un grand architecte de l'univers. Que tout ça, c'est organisé, c'est hiérarchisé. On fait partie d'un ensemble. Et moi j'aime bien en fait je sais pas si vous connaissiez ce dessin animé à l'époque, c'était Il était une fois l'espace. Oui. Ah oui, c'est génial. Génial. J'aime bien la conclusion, en fait, c'était l'espèce humaine qui explorait l'espace, qui avait atteint un certain niveau et qui collaborait avec d'autres espèces extraterrestres et qui allait explorer l'espace, explorer d'autres planètes pour essayer d'aider d'autres civilisations à évoluer pour atteindre le même niveau et construire petit à petit cette sorte de fédération galactique. Jusqu'au moment. Et est-ce que par hasard, vous avez pensé en fait que c'est peut-être en fait eux, les grands architectes, ils ont mis de la graine, ils ont fait le tour de l'espace pendant des milliers d'années, et maintenant ils sont revenus voir leur création. Ah oui, ce serait tout à fait possible. Hein. Ça fait partie de nombreuses théories, notamment au niveau des Anunnaki ou autres. Après, il y a plein de choses qui nous disent, encore une fois, dans notre constitution, que on n'est pas une créature qui a été faite pour vivre sur Terre. Si on se compare à d'autres espèces vivantes sur la planète, on est très fragile, on est une espèce très fragile physiquement. Si on n'avait pas nos vêtements, si on n'avait pas tous nos artifices, c'est un scientifique qui dit ça sur l'évolution, on vivrait pas très longtemps dans les conditions naturelles, sans le besoin de la technologie qu'on a développée aujourd'hui. Donc c'est ça qui fait. Et puis la façon dont on a évolué, dont on a progressé aussi rapidement, chose que n'ont pas faite les autres espèces, c'est assez perturbant. Donc quelque part, il y a eu, on voit bien qu'aujourd'hui on est capable de faire de la manipulation génétique. Donc si nous on est capable de le faire à notre propre niveau, qui est déjà assez bas, parce qu'on ne contrôle pas encore énormément de choses, imaginez qu'une civilisation très avancée soit ce qu'elle est capable de faire au niveau de la manipulation génétique et au niveau de créer de la main d'œuvre ou des clones ou des choses comme ça. Tout est possible. Aujourd'hui, nous, on a acquis ces choses-là, cette capacité de clonage aussi. On peut le faire avec des animaux. Ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire avec des êtres humains, c'est les questions d'éthique. Mais à un moment donné, tous ces verrous, comme avec l'IA, ça finira par sauter. Donc c'est là où il faut qu'on soit fort et qu'on arrive à maintenir tous ces verrous qui nous permettent de garder une certaine éthique et de maîtriser notre propre évolution sans que ça soit nocif pour l'être humain. Alors tu vois, Jean, en parlant d'IA, c'est intéressant. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à des vaisseaux IA avancés, tu vois? Parce que Jean-Claude Bourret, il a fait un livre il y a pas très longtemps, en plus c'est très intéressant. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à des civilisations, alors on va dire des IA avancées, hein, tu vois, c'est pas impossible non plus, hein, c'est pas impossible. Oui, c'est vrai, ça pourrait être un objet comme carrément une sonde, c'est-à-dire un objet qui est téléguidé ou qui est commandé par une intelligence artificielle et dont la mission c'est d'explorer notre système solaire et d'essayer de détecter, enfin de voir d'où est venu le message précisément et de nous observer et de tester un peu nos capacités technologiques ou autres, nos capacités de réaction et voir si on vaut le coup d'être contacté ou pas. Ou après il y a ça, mais il y a plein d'autres choses qui jouent, c'est-à-dire que il y a le côté interdimensionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà visité sur Terre par d'autres objets, des objets à base de plasma, ou des objets organiques, ou des ovnis
dont on ne comprend absolument pas le comportement, qui apparaissent d'on ne sait où et qui disparaissent, on ne sait où non plus, souvent qui disparaissent dans l'océan et on est incapable de les retrouver. Là, je suis en train de préparer une vidéo sur des militaires de l'US Navy, et notamment même des amiraux, qui, maintenant qu'ils sont à la retraite, mais qui osent parler aujourd'hui et qui disent que ils ont contribué à des rapports officiels, mais qui ont été après classifiés, qui racontent des rencontres sous-marines avec des objets immenses qui se déplaçaient à des vitesses incroyables au fond des océans. Et ils avaient la mission de ne pas les engager ou de ne pas les suivre, parce que de toute façon, technologiquement, ils ne pouvaient pas les suivre. Et ils ne savaient pas à quoi ils avaient affaire. Et d'ailleurs, il y a eu un sous-marin nucléaire à un moment donné qui a été touché, enfin il y a eu un choc, et il a failli couler, ça a failli avoir une issue dramatique, mais ils ont réussi à s'en sortir. Et en fait, ils ont détecté des objets comme ça massifs qui vivent au fond des océans. Donc après, on ne sait pas comment. En fait, on ne connaît que 5% des océans sur la Terre. Pour dire, on connaît mieux Mars que nos océans sur la Terre. Parce qu'en fait, tout simplement, on est incapable d'aller explorer au fond des océans. On n'a pas encore la technologie pour aller aussi profond. Et en fait, on est incapable de savoir s'il y a des bases sous-marines d'autres espèces vivantes sur Terre que nous, qui pourraient être des espèces plus anciennes que nous, et des espèces extraterrestres ou autres, ou alors si les fonds des océans dissimulent des sortes de portails interdimensionnels qui permettraient à ces objets, ces fameux ovnis, de venir régulièrement nous visiter dans notre monde. Et en fait, ces portails leur permettraient d'arriver et de repartir librement, sans être vus. Et effectivement, ce serait la cache idéale, puisque c'est un endroit par définition où nous, on ne peut pas aller. Donc, c'est vraiment, ça reste la question majeure, cette histoire du fond des océans. Et c'est un sujet passionnant encore à développer, et je suis sûr que c'est lié avec tous les autres sujets, puisqu'on voit que l'élément eau aussi, l'eau, on a encore du mal à connaître parfaitement l'eau, comment l'eau réagit. L'eau a une mémoire, cet élément liquide, et l'eau a aussi un comportement qui s'apparente, qui se rapproche aussi du comportement de certains métaux liquides qu'on pourrait retrouver sur des métaux intelligents, des alliages intelligents qu'on pourrait retrouver sur la surface de certains ovnis qui ont été étudiés dans des bases secrètes comme dans la zone 51 ou autre. Donc c'est des sortes d'alliages à mémoire de forme en fait. Bob Lazar avait rapporté ça, c'est-à-dire il avait constaté que ils avaient fait des expériences en essayant d'envoyer des projectiles sur des surfaces métalliques de ces alliages inconnus, et en fait le métal se déformait et reprenait aussitôt la forme initiale. En fait, c'était impossible à détruire. Et après, autre chose importante, c'est pour ça que le sujet, la question des ovnis, des rapports d'ovnis, les rapports officiels, les rapports militaires, c'est très important dans la crédibilité du sujet, parce qu'en fait, ces militaires, c'est Luis Elizondo, qui est un ancien de la CIA, un ancien officier du renseignement américain, qui le disait dans les témoignages au Congrès américain. Il disait que les militaires, en fait, ils ont une sorte de code d'honneur. Ils sont formés pour faire leur travail, et d'ailleurs, ils sont très bien formés. Moi, dans le cadre de mon travail, je travaille aussi avec des anciens militaires, notamment dans le monde de l'informatique et de la sécurité informatique. Et c'est là qu'on se rend compte que souvent, c'est des gens qui viennent, qui ont été formés à l'armée et qui sont aujourd'hui employés dans le privé pour les questions de sécurité informatique, parce qu'en fait, l'armée, c'est le meilleur secteur pour se former. C'est le niveau de formation de ces personnels militaires, de ces opérateurs, est vraiment le plus performant, parce qu'en fait, ils sont payés par l'État pour être formés, et ils sont payés aussi pour
traiter des questions de sécurité nationale. Donc en fait, ils sont obligés d'être au top niveau en permanence. Et donc, quand on voit que tous ces militaires qui utilisent des outils à la pointe de la technologie détectent tous ces phénomènes et qu'en fait, ils n'arrivent pas à les expliquer. Mais ces phénomènes sont enregistrés. Donc, ils arrivent à les enregistrer avec les appareils. Et comme je disais, les militaires, ils ont ce sens du travail, ce sens de l'honneur. Et Luis Elizondo, il disait, un militaire ne mentira jamais. Parce que, en fait, il doit rédiger un rapport après sa journée de travail, ou après avoir effectué une mission. Donc un militaire ne va jamais mentir dans son rapport. Ou alors, il va omettre de mentionner des choses sous la pression de sa hiérarchie. Mais si il commet un mensonge ou autre, eh ben, il va être sanctionné, il va être viré de l'armée, ou il peut avoir des poursuites pénales. Donc, et puis, ça fait partie de leur formation, en fait. Ils ont un devoir de droiture, d'honnêteté et d'intégrité. Et c'est pour ça que ces témoignages de militaires sont très importants et ont une valeur très, très importante. Et c'est ça que les politiques américains, les sénateurs qui croient aux ovnis ou qui veulent la divulgation, qu'ils essayent de mettre en avant, ils essayent de faire sortir tout ça, même s'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, enfin ces vétérans américains, il y en a certains qui sont menacés, parce que eh bien, ça met en cause certaines technologies qui ont été capturées ou qui ont été récupérées par certaines agences, et ces agences n'ont pas intérêt à ce que ces innovations technologiques soient révélées au public, parce que ça révolutionnerait complètement notre système économique. Imaginez si on découvre on a découvert le système d'énergie gratuite depuis 30 ans maintenant. Du coup, ça change complètement notre paradigme de la société. C'est-à-dire que la production d'énergie n'a plus de valeur. Donc quel étalon de valeur devons-nous établir pour créer des échanges ou créer des rapports dans le cadre d'accords commerciaux ou autres, si produire un article, produire des choses ne coûte plus rien en termes d'énergie. En fait, ça remet plein de choses en question. Oui, comme la physique. Ouais, Jean, tu as raison de le signaler. Et Sylvain Maisonneuve, la dernière fois, qui disait la même chose que toi, tu vois. Alors, ça aurait été pas mal, hein, que tu sois ce jour-là, tu aurais été avec Sylvain Maisonneuve, on aurait passé un bon moment. Bah, écoute, il reviendra, Sylvain, il reviendra sur la chaîne. D'accord. Je voulais parler aussi du petit robot qui est sur Mars, là. Oui. Oui. Ouais. Et faire la comparaison avec la force G. Vous voyez, on envoie de la robotique pour éviter que l'humain soit dû à la force G, disparaisse. Donc il faut supporter la force G. Donc il pourrait pas supporter la force G pour aller jusqu'à Mars. Donc on envoie des petits robots. Moi je pense que dans la théorie, c'est une théorie. L'histoire des vaisseaux et comme Troie et Atlas et le petit vaisseau qui a été visé par un missile là, moi je pense que c'est de la robotique qu'il y a à l'intérieur. C'est comme par exemple il existe la robotique, l'intelligence artificielle et la nanotechnologie. Voilà, je suppose que ça fonctionne peut-être sans doute comme ça tout ça. Je suppose. Ça peut être effectivement des objets qui sont qui sont commandés par une IA. Qui sont autonomes et qui sont capables on l'a vu avec le missile qui a été tiré sur l'OVNI, le missile qui a rebondi, et en fait on a vu différents petits éléments qui ont été éjectés de l'objet principal et qui ont continué à le suivre de manière comme s'ils étaient chacun autonomes, mais ils continuaient à le suivre comme si tout était lié. Et après le problème c'est qu'on ne voit pas la fin de la vidéo, mais d'après les militaires qui étaient sur le coup, le groupe d'objets après ont plongé dans l'eau. Donc effectivement, ça peut être des objets comme ça qui seraient des sortes de sondes
qui sont là pour nous étudier ou pour enregistrer nos données ou pour tester nos capacités technologiques, tester nos capacités de réaction en cas de rencontre d'objets inconnus, je sais pas. Les petits objets, je pense que c'était peut-être des leurres pour éviter que c'est comme les avions de chasse quand ils sont poursuivis par un missile, ils jettent des leurres et comme ça, ben le missile suit les leurres au lieu de suivre l'avion pour toucher l'avion. Comme ça, l'avion n'est pas touché. Parfois, les sous-marins aussi le font ça. Ils utilisent ça, les sous-marins. Ils utilisent des leurres pour éviter que. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il aurait dû les émettre avant que le missile arrive. Oui, ça aussi, la thèse est bonne. Après, c'est. Et c'est vrai, Jean, tu vois, par rapport à quand on revient en arrière, tu vois, on va faire marche arrière. On va en 1947, je sais pas si tu vois les vaisseaux qu'il y avait à l'époque, c'était en forme de disque, hein. Mais maintenant, les formes ils ont bien changé également depuis le temps, hein. C'est comme nous à l'aviation, pareil, on change au niveau des avions, ça change, mais également chez eux, tu vois, on n'a plus les mêmes objets maintenant. Ça n'a plus rien à voir. Ça dépend parce que si tu regardes les ovnis qui ont été filmés par les caméras FLIR des avions de chasse américains, de Ryan Graves et d'autres pilotes, sur les enregistrements vidéo, on arrive à distinguer quand même des objets en forme de disque. Oui, il y en a encore, oui, effectivement, il y en a encore quelques-uns. Alors, mais actuellement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des orbes, hein, des orbes. Alors, c'est plasmatique. Alors, est-ce que c'est pas une technologie, parce que tu sais, quand ils viennent avec leurs disques, ils sont tirés dessus, hein, ils sont bombardés, donc ça tombe. Mais sur une orbe, c'est impossible de tirer dessus, hein, c'est impossible. Après, c'est vrai, oui, puisque c'est des formes plasmoïdes ou autres. Mais ouais, c'est ça. Par définition, la forme va bouger, donc c'est très difficile à appréhender en fait. Et après, je pense qu'il y a différentes formes, comme il doit y avoir différentes espèces extraterrestres. C'est tout à fait possible. Je pense qu'il y a certains extraterrestres, enfin certaines espèces. Ça doit être nous du futur. Il y a certaines théories qui développent ça. Il y a souvent d'autres espèces qui ont été relatées par des témoins ou par des personnes abductées, donc notamment les petits gris, les grands gris. Alors ça peut être des espèces bienveillantes ou des espèces malveillantes. Il y a aussi l'espèce des grands blonds nordiques, qui ont souvent les cheveux longs, blonds, un visage assez peau blanche, peau très pâle et avec une expression assez froide. Aussi des extraterrestres de forme reptilienne. Il y a différents types et je pense qu'il doit y avoir une hiérarchie entre toutes ces espèces. Je pense qu'ils doivent être tous conscients que chaque espèce existe et des rapports qu'ils doivent avoir les uns avec les autres. Et on doit le voir aussi au niveau de la forme de ces ovnis. Je pense que il y a autant de formes d'ovnis que d'espèces qui existent, qui interagissent avec nous. On le voit avec, il y a eu l'incident de l'USS Nimitz en 2004 avec ce fameux Tic-Tac UFO, cet ovni en forme de Tic-Tac, une sorte de petit objet blanc au bout arrondi qui rentrait et sortait de l'eau et qui effectuait des manœuvres complètement improbables, impossibles à réaliser avec un avion normal. Il s'est même divisé en deux, hein. Il s'est divisé en deux l'objet. Hein. Je crois, oui. Ah oui. Et après, on a aussi les fameux ovnis en forme de méduse, qui font penser aussi des fois. C'est difficile à interpréter parce que souvent les images ne sont pas de bonne qualité, mais on a pas mal d'ovnis en forme de méduse, c'est-à-dire souvent une boule ou quelque chose d'organique en haut avec des choses qui pendent en bas, et cet objet se déplace de manière stable et lente. Et avec des trajectoires assez rectilignes. Il a souvent été observé au-dessus de bases militaires, aussi bien, alors souvent au Moyen-Orient, en Irak, souvent dans des zones de conflit, mais souvent près de bases militaires américaines. Et on a vu aussi pas mal d'ovnis en forme de disque
ou des drones aussi. Alors ces fameux drones, en ce moment on est à fond dans la question des drones fantômes. On ne sait pas si c'est vraiment des drones ou si c'est des ovnis. Mais ces objets-là ont été souvent observés à côté de bases nucléaires, de centrales nucléaires ou de bases de lancement de missiles nucléaires. Et on a notamment un témoignage d'un officier américain qui travaillait sur un site de missiles américains, missiles nucléaires, qui a été témoin d'un lancement de missiles, un exercice, un lancement en orbite basse, et le missile a été désamorcé en l'air par un ovni sous coupe. Et après le missile est retombé et sans dégâts particuliers, mais il a été complètement mis hors service par la fameuse soucoupe volante. Et ça a été un rapport qui a été classifié, qui a été enregistré, un rapport officiel. Alors Jean, ils ont récupéré combien de vaisseaux? Est-ce que tu es au courant de tout ça par rapport à... Parce qu'il y a eu quand même, il y a pas mal de documents qui sont déclassifiés. Apparemment, il y aurait quand même plus de 10 vaisseaux qui ont été récupérés aux États-Unis quand même, hein. Plus de 10 ou 15 vaisseaux, je crois, qui ont été récupérés quand même. C'est énorme. Je sais pas précisément, mais si tu as des infos, ça m'intéresse. Mais Ouais, j'ai des infos. Ouais. J'en ai quand même. Ouais. Je t'enverrai des documents. d'accord, parce que ça pourrait être intéressant à faire une vidéo là-dessus. Ouais. Parce qu'effectivement, il y avait David Grush aussi, un ancien officier du renseignement, qui avait témoigné devant le Congrès américain, qui disait effectivement que il y avait pas mal d'objets non humains, de véhicules non humains qui avaient été récupérés par l'armée américaine. Oui, il y en a. Et notamment, l'élément 115, hein, tout à l'heure tu en parlais, Blazar il en parle, l'élément 115, c'est par rapport à ça qui a effectivement certains vaisseaux, hein. On sait que dans la zone 51, alors maintenant c'est plus la zone 51, je crois, ça a changé, hein. Alors, il y en a plein. Il y a plein de bases secrètes, mais celle qu'on connaît le plus, c'est la zone 51. Mais après, il y en a plein sur lesquelles ils n'ont pas communiqué. T'as la base Wright-Patterson aussi. C'est une base aérienne. Puis t'en as qui sont enterrés. T'as la base sous le mont Cheyenne, qui a inspiré d'ailleurs la série Stargate. Mmh. Après, il y a d'autres pays, hein. Il y a l'Australie, il y a la Russie, il y a le Mexique également. Ah, et puis oui, il y a plein de cas classifiés au niveau de la Russie, hein. J'étais tombé une fois sur une vidéo, un documentaire qui montrait plein d'interviews d'anciens amiraux russes qui témoignaient en russe, et qui disaient que eux aussi, dans le cadre d'opérations militaires, ils avaient observé des ovnis dans le ciel au-dessus de leur flotte. Souvent lumineux, parfois en forme de disque, parfois en forme de cloche, et souvent aussi, encore une fois, qui disparaissaient en se fondant dans l'océan. Après, tu vois, Jean, il y a également une affaire quand même qui me paraît quand même, franchement, quand je la vois, ça me paraît d'être une affaire science-fiction, tu vois. C'est celle avec les soldats qui ont été pétrifiés, tu vois, en Russie. Oui. Ouais. Ça me paraît quand même incroyable, quand même, cette affaire, hein. C'est incroyable. Ouais, et c'est quand même des documents déclassifiés, quand même, hein. C'est ça qui est fou. Apparemment, c'est arrivé, effectivement, et c'était dans le cadre d'un crash d'OVNI, il me semble. Ouais, c'est ça. Ils avaient envoyé une unité pour essayer de récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer sur le crash. Et en fait, je sais plus s'il y a des êtres qui sont sortis de la soucoupe ou si c'est un rayon qui a été émis de la soucoupe et qui a pétrifié les soldats sur place. Ouais, c'est ça, ouais. Je voulais poser une question. Quand vous parliez de la sphère qui a été trouvée et du cylindre, je pense que là, lorsque vous parliez aussi du phénomène de tout de suite avec Alien, je pense que c'est un effet de radioactivité. Je pense qu'il y a une haute des radiations très hautes. C'est pour ça que faut pas y toucher justement parce qu'il y a beaucoup de radiations. Ces objets-là sont remplis de radiations et je pense que ça peut donner des problèmes. Voilà, je pense. Hein. Oui, il y a de très grandes chances effectivement que ce soit le cas. Oui. Et
Et l'autre question, c'était à propos des têtes nucléaires. En Angleterre, dans les années 80, il y a eu 8 têtes nucléaires ou 10 têtes nucléaires de neutralisées par des vaisseaux. Pendant plusieurs soirs, ils ont été en alerte, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Je sais plus, c'était, je me souviens plus du nom, mais effectivement, c'était l'ancien Premier ministre du Canada, un ancien Premier ministre qui avait témoigné, qui a été souvent qualifié d'illuminé, mais qui a révélé effectivement que il y avait eu ces cas-là, et puis il avait été un peu plus loin, il avait déclaré qu'il y avait des contacts réguliers avec des espèces extraterrestres, des accords secrets avaient été signés, enfin plein de choses. Donc après, c'est un homme politique, mais enfin, je sais pas, dans les témoignages que j'ai vus, il avait l'air assez sincère. Et puis après, souvent, la question que je me pose quand quelqu'un fait un témoignage comme ça, je me dis, mais quel est l'intérêt pour lui de raconter des bobards? Enfin, parce qu'en fait, il va complètement détruire sa réputation en disant n'importe quoi ou en affabulant. Donc, pourquoi des personnalités, des personnes qui ont eu un rôle aussi important à un moment donné, pourquoi iraient-ils raconter des mensonges ou et ruiner complètement leur carrière? On a eu le même cas aussi avec les astronautes de la NASA, Oui. de leur retour d'espace ou retour du soi-disant voyage vers la Lune. Là, pareil, le voyage, si on a marché sur la Lune, ne me posez pas la question, je suis incapable de vous répondre. Ouais, c'est ça. Ouais. Neil Armstrong, soi-disant, non. Voilà. Par contre, il y a eu des témoignages comme de nombreux astronautes comme quoi, effectivement, ils avaient vu des choses dans l'espace et aussi ils avaient entendu des choses, des mélodies ou des bruits bizarres quand ils étaient sur le côté obscur de la Lune. Et c'est là aussi. Est-ce que vous avez vu cette séquence qui est vraiment, c'est complètement lunaire, c'est le cas de le dire. Cette séquence des astronautes Neil Armstrong et ses collègues, quand ils sont revenus sur Terre et ils font un discours devant les journalistes, ils font une conférence de presse pour raconter ce qui s'est passé pendant le voyage sur la Lune. Et donc les journalistes leur posent des questions et tout en public, voilà. Et si vous regardez les visages de ces astronautes, en fait, ils sont complètement déprimés. C'est-à-dire, ils font la gueule, ils osent pas parler, en fait. C'est à la limite, ils voudraient pas être là, en fait. C'est comme si on les avait forcés à assister à cette conférence de presse, et comme si on les avait forcés à raconter un narratif ou à dire un texte. Et comme s'ils étaient là contre leur volonté, en quelque sorte. Mhm. Donc, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, mais c'est vraiment c'est très intéressant de voir le langage non verbal, en fait, leur comportement. Ouais. Je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu. Comment ça peut témoigner, en fait, de ce qui s'est peut-être passé réellement ou pas dans l'espace quand ils étaient en mission. Est-ce que cette mission a bien eu lieu ou est-ce que c'était un gros canular? Je ne sais pas. On est aujourd'hui dans une société où tout peut être manipulé très facilement. Ce qui est quand même étrange, Jean, c'est que depuis ce temps-là, ils sont pas retournés sur la Lune quand même. Hein. Donc Oui. on peut se poser quand même certaines questions quand même. Et quand on voit tout le mal qu'on a pour aujourd'hui reconstruire, enfin mettre sur pied une mission pour retourner sur la Lune, avec le projet Gateway et tout ça, alors que normalement on devrait pas avoir autant de problèmes que dans les années 60, puisqu'on a une technologie qui est beaucoup plus avancée. Et donc c'est complètement hallucinant, c'est comme si on devait repartir de zéro. C'est la question qu'on se pose. C'est incompréhensible. Oui, c'est la question. Si j'avais été à leur place, mais j'exploserais, j'arborerais un grand sourire en public en disant mais c'était génial ce que j'ai vécu dans l'espace. J'ai vu quelque chose que personne d'autre ne verra dans sa vie, et je serais heureux de partager mon expérience et tout ça, quoi. Donc il y a des choses qui sont étranges dans ce monde. C'est vrai. Alors on va revenir sur l'objet interstellaire. Il n'y a pas que l'objet interstellaire, il y a également des comètes. Hein. Il y a une comète quand même qui est très grande, qui fait la taille de la Lune, je crois, hein, si je me trompe pas.
Alors, c'est le nom de la comète, c'est... il y a peut-être quelqu'un qui va m'aider. Je sais plus le nom de la comète. Je peux peut-être vous mettre dans le chat, si vous voulez, le lien. Swan, ouais, Swan. C'est Swan. C'est quand même énorme, cette comète. Elle est énorme. Je vais vous mettre dans il y a le Lemon chat. également. Lemon, ouais, c'est ça. Lemon et Swan. Le lien du simulateur de la trajectoire de 3i Atlas. Je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous pourrez voir en 3D sa trajectoire en temps réel, et puis vous pourrez vous amuser à simuler, enfin à suivre la trajectoire depuis le début, et voir la projection jusqu'à Jupiter. Ouais, alors Swan, toi, tu n'as pas d'infos sur Swan, Jean, je pense pas. Non, d'accord. Bon, c'est deux comètes, hein, Lemon et Swan. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a deux comètes plus l'objet interstellaire quand même, tu vois. C'est quand même... Elles viennent d'arriver. Elles étaient là au moment où l'objet interstellaire, il était proche de Mars, ouais. D'accord. Ben, je vais te dire, pour moi, 3i Atlas a éclipsé les deux comètes. Ah ouais, ça se ferait bien. Ah oui. Ah ben écoute, c'est vrai que 3i Atlas, il est passé dans la ceinture d'astéroïdes. C'est même bizarre qu'il a pas touché des bolides dans la ceinture quand même, parce qu'il y a du lourd également là-dedans. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'un objet aussi énorme, normalement, bah du coup, ça augmente les probabilités d'entrer en contact avec d'autres objets. Donc, Ouais, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Normalement, on aurait dû avoir des pluies de météores, hein, on aurait dû voir des étoiles filantes beaucoup dans le ciel. On voit rien, tu vois. C'est ça qui est bizarre. J'en ai vu deux, moi. Ah, t'as de la chance. Deux étoiles filantes, oui. T'as de la chance. C'est Anthony et Jean. C'est Anthony et Jean, les deux étoiles filantes. Ah oui, alors on est combien sur le live là? On est 230 quand même, hein, tu vois, Jean, il y a du monde, hein. C'est bien. Bah, merci à toutes les personnes qui sont sur le live. Et Jean, tu peux éventuellement te présenter pour que les personnes y puissent s'abonner également sur ta chaîne, parce que j'ai vu certaines personnes qui voulaient s'abonner à ta chaîne également. Ah ben c'est gentil. Merci à vous pour votre intérêt. Alors je m'appelle Jean Herbert, Jean-Herbert. Mais mon pseudo c'est DozGeek, D-O-Z-G-2-E-K comme un geek. Et donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle UFO Section 51. Donc section en rapport au côté militaire, et 51 par rapport à la zone 51. Donc vous tapez UFO Section 51 sur YouTube, vous trouverez ma chaîne. Et j'essaie de faire des vidéos toutes les semaines sur ce sujet des ovnis. Donc ça fait 10 ans à peu près que je creuse le sujet. Je suis un grand fan de la série X-Files et de la science-fiction de manière plus générale. Et c'est vraiment il y a 10 ans où j'ai commencé à creuser le sujet en m'intéressant, parce que c'était le début de YouTube, et puis le début des chaînes sur les ovnis. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même plus d'informations sur les ovnis qui venaient des États-Unis. Donc, de fait, j'étais obligé de le faire en anglais pour avoir accès à tout ça et pour le retransmettre. Et c'est comme ça que la communauté a grossi petit à petit. Donc, j'ai eu pas mal de relais à une époque. J'ai fait pas mal de vidéos pour des chaînes japonaises, notamment des chaînes de télé japonaises, parce qui sont très intéressées par le côté ovni et science-fiction aussi, de traiter tous ces sujets. Et puis il faut dire que mon accent français quand je parle anglais plaît pas mal aux étrangers. Les Américains en tout cas, ils aiment bien l'accent français. Et puis après, j'ai eu quelques interviews aussi sur certaines chaînes de télé américaines, notamment. Il suffit qu'à un moment donné, t'aies une vidéo qui fait un buzz, qui fait des milliers de vues ou 1 million de vues. Et puis oui, voilà, c'était History Channel. Et du coup, t'as des chaînes de télé qui te contactent pour
te poser des questions sur certains sujets ou comment tu fais tes vidéos ou pour essayer de relayer des infos parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui font ce travail honnête d'investigation et d'aller essayer de traiter le sujet de manière sérieuse. Ce que je reproche beaucoup depuis des années aux journalistes, c'est de traiter le sujet un peu par-dessus la jambe et de le tourner en dérision. Et c'est ça aussi qui a contribué à provoquer tout ce retard, notamment en France, dans le fait que le sujet des ovnis se soit bien considéré. Et pendant des années, en France, quand on parlait des ovnis, on était considéré comme un illuminé, comme quelqu'un qui a un petit poids dans la tête ou qui croyait aux martiens. Et ça s'est résumé à ça. On a toujours été un pays avec une très, très grande tradition cartésienne. Mais des fois, il faut pas être trop cartésien. Il faut aussi s'ouvrir un peu à d'autres choses. Et là, on voit que depuis que tous ces dossiers ont été déclassifiés aux États-Unis, avec l'armée, avec les politiques, ça s'est fait de plus en plus officiellement. Et puis on a de plus en plus de médias indépendants et de journalistes indépendants aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux qui font ce travail que les journalistes traditionnels ne faisaient pas. Donc du coup, ça oblige les gens à... Enfin, ça génère une meilleure visibilité de ce sujet-là. Et c'est traité de manière un peu plus sérieuse. Et ça contribue à crédibiliser un peu plus le sujet avec le temps et à élargir un peu plus la communauté. Donc c'est ça qui est bien, qui est très positif. Et je peux dire que j'ai vu l'évolution depuis 10 ans maintenant. Au départ, où c'était assez compliqué, il fallait vraiment batailler et on était critiqué dans tous les sens. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on est un peu plus pris au sérieux. Même si c'est encore un peu dur en France avec les médias mainstream, mais je pense qu'un jour ils vont y venir et que par la force des choses, ils seront obligés on va finir par avoir à un moment donné une vidéo majeure, une vidéo qui va choquer les gens en France d'un ovni, quelque chose qu'on ne pourra pas, un truc irréfutable, et que les médias seront obligés d'accepter et de diffuser. Et est-ce que ça fera partie du narratif, de la propagande qui sera validée à ce moment-là, ou est-ce que ce sera fait dans l'honnêteté et dans le souci de l'information? Je ne sais pas. Mais voilà, il faut. Ce que je dis souvent, c'est il faut être, c'est un devoir de citoyen aussi pour nous de nous tenir informés et de multiplier les sources d'information. Il faut pas qu'on ait qu'une seule source d'information, parce que le risque est très grand à ce moment-là de tomber dans de la propagande ou d'être convaincu très facilement de fausses informations. Il faut multiplier les sources d'information, il faut recouper les sources, et on est obligé de le faire aujourd'hui dans ce monde où on est inondé d'informations. Donc on a ce devoir citoyen de le faire et d'être vigilant. Et surtout aussi d'avoir les yeux fixés vers le ciel en permanence. Parce que trop souvent, on a le nez perdu dans notre téléphone quotidiennement et on oublie de regarder en haut dans le ciel. Et Dieu sait qu'il s'en passe des choses dans le ciel et on loupe énormément de choses. Donc il suffit à un moment donné d'une synchronicité, d'être au bon endroit au bon moment, d'avoir le téléphone dans la poche et de pouvoir le dégainer pour pouvoir filmer ce qu'on est en train de voir et qu'on ne comprend pas. Et d'avoir les bons réflexes. Et de ne pas paniquer. C'est-à-dire que quand on est en train de filmer un objet dans le ciel, et essayer de faire un beau cadrage, de pas trembler, de pas filmer dans tous les sens, de pas trop parler pour ne pas masquer le bruit. Parce que le bruit, c'est aussi important, ça fait partie des caractéristiques auxquelles on va faire attention quand on va essayer d'analyser la vidéo. Essayer de filmer en horizontal pour essayer d'avoir un maximum d'informations dans l'image. Essayer aussi de filmer l'objet jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Pour la fin de la vidéo, la fin de la séquence, c'est très important, le moment où il disparaît. Parce qu'on a beaucoup de vidéos aujourd'hui qui sont manipulées, qui circulent sur le net,
on ne voit jamais le moment où il disparaît. Parce qu'en fait, c'est un moment qui est très difficile à truquer en imagerie. Je le sais parce que j'ai travaillé dans le monde des effets spéciaux, d'où mon travail dans le numérique et autres. Et ce sont des choses où le comportement de l'objet dans le ciel, ça fait partie des choses qui sont très difficiles à truquer. Alors aujourd'hui, maintenant, on a des vidéos d'IA. Donc là, ça va être encore plus difficile. Parce que les vidéos générées par IA, il suffit de leur donner un script. Et du coup, il y a des vidéos de plus en plus réalistes qui circulent. Mais bon, c'est des vidéos assez énormes. C'est-à-dire qu'on voit un vaisseau extraterrestre, un disque qui est de la taille d'un bateau, qui rentre, qui plonge dans l'eau, qui fait des vagues énormes. Ou des fois, on voit un vaisseau mer extraterrestre qui provoque un tsunami sur une ville. Enfin, des choses qui sont assez incroyables. Si c'était des événements aussi énormes, normalement, on devrait avoir une dizaine de personnes au moins qui filment chacun avec leur propre téléphone, donc différents angles de vue du même événement. Et donc, logiquement, on devrait aussi les retrouver sur Internet. Sauf que souvent, on a un seul angle de vue sur un phénomène aussi important, ce qui fait que ça n'est pas logique. Donc, il y a plein de petits détails comme ça que j'essaye de disséminer dans mes vidéos sur ma chaîne pour essayer d'éduquer les gens sur le sujet des ovnis pour arriver à distinguer les moments clés ou les moments importants si dans l'éventualité où ils seraient amenés à être confrontés à ce genre de situation. Donc ça, c'est très important. Si je peux contribuer à mon propre niveau à améliorer la couverture de ce sujet-là, déjà en France, ce serait bien. Et puis après, peut-être dans le monde entier. Mais il y a un Français qui est très connu qui s'appelle Jacques Vallée, qui a écrit pas mal de livres sur le sujet, et notamment sur les crashs d'ovnis en Arizona et autres, qui est devenu une référence mondiale en termes d'ufologie. Et ça, voilà, c'est des profils qui sont super intéressants parce qu'en fait, ils font office de référence. Ce sont des personnes référentes qui peuvent venir témoigner lors d'auditions publiques et qui vont aider à crédibiliser encore davantage le sujet, jusqu'à arriver un jour où on atteindra ce seuil où on arrivera peut-être à obtenir cette fameuse divulgation officielle de tous les dossiers qu'on nous cache depuis des décennies. Merci Jean, c'est gentil. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc les conclusions par rapport à l'objet interstellaire, Jean, ta conclusion? Alors, ma conclusion, je dirais, je poserai une question. Est-ce que cet objet va continuer sa trajectoire vers Jupiter et ensuite quitter notre système solaire et fin de l'histoire? Ou au contraire, est-ce que cet objet marquera un virage aussi bien au niveau de sa trajectoire que dans le cadre de notre histoire de l'espèce humaine sur Terre? Est-ce qu'il marquera notre histoire? Oui. On va attendre. Hein. C'est quand qui sera normalement? C'est mars, hein, je crois. C'est mars. Même mois de décembre. Mars. Ouais. Normalement, s'il continue sur sa trajectoire, il sera près de Jupiter en mars. Ouais, mais c'est ça. Dès le mois de décembre, on sera fixé, on saura si il change de trajectoire pour essayer de se rapprocher de nous. Donc on va attendre décembre. En tout cas, ce qui est étonnant quand même dans cette affaire, je te dis, c'est que l'objet interstellaire, hein, c'est ce qu'il avait dit à Vlog sur ses dernières... c'est ce que j'ai vu, hein, le dernier reportage d'Avilob. Il a dit, si l'objet interstellaire, il se casse pas en deux, pour moi c'est artificiel et c'est pas cassé en deux. Donc on peut... moi je pense qu'on peut conclure quand même qu'on a affaire à un objet artificiel. Oh, moi, je dirais pas ça encore. Je dirais 50%. Je pense. Ouais, moi je serais dans les 70% quand même, là, maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de négocier?
Alors Ninja, qu'est-ce que t'en penses, toi? 70, 80%? Alors moi, ce que j'en pense, bon, ma théorie, c'est vrai que tout ça, bon ben, je pense que il y a des intelligences au-dessus de nous, ça c'est sûr, parce que l'univers est tellement vaste que c'est l'infini, on va dire. Moi, pour moi, ils trouvent des exoplanètes. Alors pour moi, c'est du 60%, on va dire 70% à peu près, 60, on va dire 60. Ouais. Voilà, faut pas trop se lancer non plus, faut avoir la bonne théorie. Ouais, on va rester les pieds sur terre, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut attendre. Après, il faut pas trop espérer parce qu'après, le risque de déception est grand. Si jamais elle continue sa trajectoire. Donc, on verra. Oui, c'est ça, faut attendre. Le tout, c'est qu'ils viennent pas non plus percuter la Terre, hein, surtout. C'est Oui, ils surtout viennent ça. peut-être. C'est ça, c'est un objet quand même qui fait 30 km, entre 24 et 30 km de long, 5 km de large et 33 milliards de tonnes. Hein. 33 milliards, hein, c'est énorme. Après, quand on voit le contexte actuel, économique, social, sur notre planète, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ah ouais, c'est sûr. J'imagine bien. David, Voilà, non, Mandela, mais est-ce que le mot de la fin? Le mot de la fin, un petit 65%. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Non, c'est vrai que on peut être déçu. On est beaucoup à attendre quelque chose de cet objet. Mais peut-être que même s'il continue sa trajectoire, peut-être qu'il aura semé quelques petites graines d'étoiles en passant. Ah oui, ah oui. C'est possible aussi. Et qui seront... C'est joli ce Mandela, c'est joli. Oui, qui nous atteigneront quand même et qui nous permettront d'être encore plus éveillés et d'avoir plus de dons, plus de perception. Peut-être. Bon, David, le mot de la fin également. Ouais. Moi, je dirais entre 65 et 70% de probabilité. D'accord. Après, ça reste à voir. Je me prononce pas entièrement, j'ai quelques réserves. Voilà. Oui, il peut passer comme il peut s'arrêter. Voilà. On va être prudent quand même. Hein. On va être prudent. Je vais vous dire, la déception est une vertu. La déception est une vertu. Voilà. Donc, faut pas être perdant, faut pas être gagnant, faut être bon perdant aussi. Hein. La déception est une vertu. Et vous savez, je me suis posé une phrase, en fait, si en fait ils nous ont mis sur cette planète et qu'ils sont partis sur le chemin du retour, ils ont dû se poser la question, j'espère que les singes n'ont pas foutu le bordel. Voilà, c'est ça. Ah oui. Alors, il faut savoir également que c'est un objet qui a 10 milliards d'années, je crois. Hein. D'après ce que j'ai pu prendre comme information, il a 10 milliards d'années quand même. C'est D'accord. énorme. Mais comment ils peuvent calculer ça? Je sais pas, là, le calcul, je sais pas comment ils font par contre. C'est vrai? Certainement Ça doit être aléatoire quand même. des gaz, je sais pas. Oui. En fait, au niveau de la lumière, la fréquence de la lumière, ils peuvent arriver à déceler certaines données, enfin, je pense. En fait, ils analysent plein de choses, plein de détails. Oui, la rouille qu'il y a dessus. La rouille, depuis pas mal. Ah, surtout si c'est un objet artificiel, ouais. Et voilà. Eh ben oui. Bon, les amis, en tout cas, je remercie notre ami Jean d'être passé sur la chaîne. Merci Jean pour ton passage. Merci. Est-ce que je pourrais partager le live sur YouTube? Est-ce que tu me permets de le partager sur ma chaîne? Il n'y a pas de souci. D'accord, et tu vas le partager également, toi? Ouais, je pense que je vais faire un petit montage des meilleurs moments. D'accord. Ah bah super. Il y a Avenel qui demande, c'est quoi votre chaîne YouTube? Alors, moi, c'est UFO section 51. UFO section 51. Pour les personnes qui sont en bas. Tu verras ma tête là, sur la chaîne. Et ta chaîne TikTok également, hein, Jean, hein, UFO section 51. Ouais, ça s'appelle pareil, effectivement. Et vous avez le petit lien au-dessus de la tête de Jean, là, vous avez un petit truc, vous avez normalement une petite croix, vous cliquez sur la petite croix. Et la prochaine fois, il faudrait que je vienne avec un t-shirt avec la chaîne imprimée. Ah oui.
Mais en tout cas, merci. Bah, la prochaine fois, on aura bientôt Elisabeth de Caligny. Je sais pas si tu la connais, toi, Jean. Non. Elisabeth de Non, Caligny. Non. Alors, c'est Euh, une youtubeuse également. Elle a une grosse chaîne, mais bon, elle, comment elle parle de l'infirmière de Roswell, mais c'est vraiment intéressant quand elle en parle. Hein. Très, très intéressant. Oui, cette infirmière qui avait mis sur le papier tous ces échanges avec un alien, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Il a écrit tout un récit, tout un Ah, témoignage. je te donnerai l'information quand elle sera là. Je te donnerai l'info et tu pourras éventuellement participer. Ça pourrait être sympa. Ouais. Ça pourrait être cool. En tout cas, c'était super cool d'échanger avec vous. C'était très intéressant et des échanges d'une grande qualité. Donc merci. Ah bah, merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Merci Jean, merci. Bonne soirée à Merci, toi, Jean, c'était et super. Et au plaisir de te réécouter sur la chaîne Alien, Jean. À bientôt. Merci. À bientôt. On reste en contact de Merci, bien sûr, Jean. hein, Jean. On reste en contact. Oui, À bientôt. bien sûr. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Salut. Ciao, Jean. Merci, bonne soirée. Voilà les amis, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour les amis, donc bonne soirée à tout le monde, hein. Bonne soirée Mandelam, bonne soirée Ninja, Bonne Bonne soirée. soirée. bonne Ouais. soirée David également. Merci. Et- Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. hein. Alors je Et- relancerai peut-être un live d'ici un quart d'heure, là j'ai coupé pour avoir, pour pas empiéter le live, tu vois, j'aurai le live complet, là. Il est sympa en plus ce live ce soir, il était sympa quand même, on a passé un bon moment. Oui. Exactement. Ouais. Donc après, on pourrait. J'ai relancé Très un cultivé. live, David. Je sais pas si tu seras là, si on pourrait passer le fameux tube là, on pourra le passer après si tu veux. Ouais, pas de problème, ça marche. Ça pourrait être cool, ouais. Ça pourrait être cool d'ici. Bon, allez, j'allais boire un petit café vite fait, tu vois. Dans une dizaine de minutes, je relance. Moi un aussi, live. ouais, Et la bonne soirée à vous. ça marche. Merci, Bon, Anthony. les amis, là, pour les personnes qui arrivent pas à dormir, dans 10 minutes, un quart d'heure, je lance un live. On va voir le Bonne film. soirée. Bonne soirée. Salut Mandela, merci pour ta participation. Ninja également, merci beaucoup, hein, et merci également David, hein, c'était bien. Merci, Ninja. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et je suis très très heureux, c'est que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de bruit, on a coupé les micros, ça c'est vraiment très fluide. Hein. Franchement, Ah, c'était au top, ouais. C'était carrément génial. Puis je trouve il est très cultivé, il a beaucoup de culture, en fait. Il est... Ouais, j'aime ah, bien. on a Bravo, passé chapeau. vraiment un moment magique, tu vois, avec l'ami Jean, c'est bien. C'était très agréable. Voilà les amis, je vais couper, je reviens dans un petit quart d'heure les amis, à tout à l'heure. Oui.